Salut, bonjour à tous, j'espère que vous portez bien mes amis, merci pour votre patience, j'ai mis un petit peu de temps, je suis très occupé, mais comme promis, suite au sondage que je vous ai posté, et je vous en avais parlé sur ma précédente vidéo, la Special 60s arrive dès aujourd'hui. Donc aujourd'hui vous allez voir des disques des années 60 exclusivement orientés sur le rock anglais, américain, pour vous parler tout simplement en fait de cette décennie majestueuse, royale qu'a été les années 60. Je vais pas trop vous faire l'historique parce que je pense que, j'espère que vous connaissez un petit peu tous les années 60 au sens historique du terme. La génération du baby boom grandit, 15-20 ans, on est au début des années 60. Ils aspirent à consommer, à vivre de façon différente, de casser les codes par rapport à la génération de leurs parents. Ils n'ont pas envie d'être formatés comme l'ont été voilà, leurs parents, leurs grands-parents. Ils veulent de la musique, ils aspirent à s'amuser, à écouter du rock'n'roll qui va évoluer, puisque les pionniers, les premiers sont les rockers des années 50, bien sûr. Bill Haley, les Comets, Ike Turner d'abord, avec un titre Rocket 88 qui va marquer un petit peu les débuts du rock en 1951. Les premières générations, les vrais pionniers, les vrais créateurs, les inventeurs du rock'n'roll arrivent tout de suite. Bill Haley donc et les Comets, Gene Vincent, Elvis Presley, Eddie Cochran, Fats Domino, Chuck Berry qui va influencer tous les guitaristes qui vont suivre dans cette décennie des années 60. C'est eux les pionniers. Et pour ça, donc, la chaîne à aller voir pour découvrir les années 50. Rock'n'Roll Stories. Je vous mettrai en description le lien de sa chaîne. C'est tenu par Franco, un mec adorable. Et quand il vous poste ses vidéos le dimanche matin, croyez-moi, moi le premier en tout cas, je me colle sur mon canapé et je regarde ça avec grand intérêt parce que c'est juste l'histoire de la musique, l'histoire du rock qui est racontée par ce garçon. Et tous les mecs que je vais vous présenter aujourd'hui se sont inspirés en tout cas du blues des années 30, bien sûr. Les premiers, Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, tous ces grands bluesmen noirs américains vont évidemment influencer tous ces mecs qui vont suivre avec évidemment le rock des années 50 et ce blues et ce rock'n'roll mélangés va donner ce qu'on appellera le rhythm and blues. Et les premiers qui arrivent au début des années 60, bon, 61-62, il se passe pas grand-chose. 4 mecs de Liverpool vont arriver, mais avant eux, plutôt en 64 d'abord, je voudrais vous montrer le disque qui va introduire le premier riff rock, le vrai premier riff, vraiment, alors rock 60s bien sûr, pas 50, mais 60s, les Kinks, les frères Davis. Voilà, c'est là que tout arrive avec le titre ici, You Really Got Me et All Day and All of the Night. Voilà, ça c'est vraiment le riff qui va chambouler l'Angleterre et puis ensuite évidemment les États-Unis, puisque tous ces mecs-là vont ensuite, une fois avoir déjà cartonné en Angleterre, vont s'exporter aux États-Unis pour faire redécouvrir le rock aux Américains. En tout cas, nouvelle mouture avec cette British Invasion. Ce disque-là, je vous l'avais montré il y a très longtemps sur ma chaîne. Je l'avais chopé en pressage américain, en plus. Voilà, en plus, on le voit tout de suite, hein, dès que vous avez des sous-pochettes comme ça, avec des coins arrondis, c'est du pressage américain. J'avais trouvé ça dans un Cultura, il y a longtemps, il y a 2-3 ans facile. Et donc les Kinks, avec les frères Davis, vont être le groupe qui va rivaliser de génie avec les Beatles, bien sûr, même s'ils vont être... ça va être un petit peu les enfants maudits du rock, mais leur titre « You Really Got Me » va faire frémir Andrew Lou Goldham, le manager des Stones, parce que là, il sent qu'il y a une vraie menace concurrentielle pour les Stones avec les Kinks. Malheureusement pas malheureusement, mais les Kinks vont faire 2-3 titres comme ça assez rock, voire hard rock pour l'époque déjà. Quand on tend l'oreille, on a l'impression que c'est évidemment, c'est le son 60s, parce que la technique n'était pas encore là. Dans les années 60, on
en mono au début des années 60, jusque 65 environ. La stéréo va arriver juste derrière, mais là encore, nous sommes en mono. Ce qui donne ce son très sale, très crade à ces premiers morceaux des Kinks, qui va tout simplement être, faut bien se rendre compte, une révolution sonore pour l'époque. 1964, rendez-vous compte, quand les gamins entendent pour la première fois You Really Got Me, c'est une déflagration sur Terre, quoi. Donc là, on est sur des génies qui ne s'exporteront pas tant que ça au départ, parce que les frères Davis auront beaucoup de déboires avec leur maison de disques, etc. Interdiction d'aller tourner aux États-Unis. Bon, bref, ils seront un petit peu refoulés du sol américain. Mais par contre, en Angleterre, croyez-moi, ces mecs-là sont complètement rentrés dans la légende. Les Kinks, premier disque que je voulais vous présenter. Ça, c'est 64 pour You Really Got Me, bien sûr, mais les premiers disques des Beatles, bien évidemment, vont être un petit peu naïfs, avec un petit peu fleur bleue, avec des textes très, on va dire, romantiques, mais c'est la création de la pop, pardon. Il faudra pour moi attendre 1965 pour avoir, alors ça c'est mon disque de quand j'étais tout gamin, hein, bien évidemment, donc il est un petit peu défoncé de partout, j'avais dû mettre du scotch tellement que j'avais joué avec quand j'étais petit. Rubber Soul. Rubber Soul, c'est la rencontre en fait des Beatles et de Bob Dylan. Bob Dylan arrive des États-Unis avec quelques sachets d'épices dans son sac et va faire découvrir un petit peu la Marie-Jeanne à John, Paul, Ringo et George. Est-il besoin de les présenter? Bien sûr, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Là, ils mûrissent. C'est un album, on va dire, beaucoup plus adulte, qui est gorgé déjà de titres incroyables. Je vous laisse un petit peu voir la setlist au dos. Alors ça, c'était une réédition de 72, 73, quelque chose comme ça. Et moi, voilà, c'était alors des disques, évidemment, moi j'avais 5-6 ans, là, hein, et en 72, 73, donc j'écoutais ces disques parce que dans ma famille, évidemment, mon oncle, ma tante, tout ça achetait des disques, et voilà, ça c'est mes premiers disques d'enfance, et moi j'avais commencé à découvrir la musique avec ça, donc ça va, j'étais plutôt à la bonne enseigne, hein, plutôt bien loti, et ce Rubber Soul est c'est incroyable. Rendez-vous encore une fois compte de ce qu'est ce milieu des années 60, avec ces sons qui sont nouveaux et qui vont écrire les plus belles pages de la pop musique. C'est une révolution, encore une fois, pour les Beatles. C'est eux les premiers qui vont ouvrir la porte et tous les autres groupes vont s'engouffrer à l'intérieur, tout comme les Kinks, bien sûr, que je viens de vous présenter au préalable. Mais les premiers à ouvrir, évidemment, la porte, c'est les Beatles, messieurs, dames. Les Beatles, avec cet album fantastique, Rubber Soul, 1965. Un bijou, comment voulez-vous que je vous dise autrement? Alors, évidemment, pour les Beatles, il vous faudra, si vous voulez rentrer un petit peu dans la discographie des Beatles, il vous faudra évidemment l'album rouge, qui retrace les années 62-66, qui est la superbe compilation, évidemment, sortie en 73. Voici un original d'époque. Double album, bien sûr. Ça, c'est l'album rouge. Et l'album bleu, 67-70, sera, évidemment, la continuité de celui-ci, avec tous leurs titres. Je pourrais vous sortir tous les albums des Beatles, mais déjà, pour rentrer un petit peu dans leur univers, si vous ne connaissez pas sur Terre les Beatles, comment faire pour ne pas connaître ce groupe? Eh bien, je vous invite à rentrer dans ces superbes compilations, bien évidemment, qui sont sorties donc en 73 par la maison de disques pour un petit peu faire découvrir au monde, c'est pour peu que les gens ne connaissent pas encore les Beatles, leur faire découvrir leur musique, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment, attention, là on est sur les génies de la pop. C'est vraiment eux qui réinventent le rock'n'roll avec un accent très pop. Et ce sont eux vraiment qui ouvrent la voie de la musique moderne des années 60. Les Beatles, bien évidemment. Ensuite, je vous avais déjà parlé
des Yardbirds. Voici l'album que j'avais trouvé, moi d'ailleurs, chez Record Sale à l'époque. Je vous l'avais présenté sur la chaîne il y a très longtemps. Mais celui-ci, je le voulais, je l'avais pas payé bien cher en plus, parce qu'il y a tout simplement un concert sur la première face qui date du mois de mars 1964, où on entend évidemment Eric Clapton, qui était le premier guitariste des Yardbirds. Je vous en avais parlé énormément sur ma précédente vidéo, puisque j'ai trouvé 3 disques fantastiques de ce groupe. Et eux, c'est pareil, on est sur la scène anglaise. Les clubs à l'époque s'appelaient le Crow Daddy, le Marquis, il y en avait plein d'autres. Et les Yardbirds bien prendront la suite des Stones quand ils deviendront un peu plus célèbres. Et c'est eux qui vont animer et enflammer les soirées des Anglais dans cette belle ville de Londres. Les Yardbirds. Allez, ça sort en... Alors ça, c'est évidemment une compilation allemande qui sort au début des années 70, avec ensuite des titres ici qui reprennent un peu on va dire la discographie des Yardbirds jusqu'en 67 environ. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est le concert en 1964, au mois de mars, enregistré, et le son est incroyable, enregistré donc pressé sur le label de Fontana, et ce disque est juste démentiel. Là, je vous présente alors aujourd'hui, évidemment, on n'est que sur de la bombe, là, attention, on est sur les années 60, donc c'est quand même assez incroyable ce que je vous présente là. Rendez-vous bien compte, hein, c'est ce qui va dessiner tout ce que vous entendez encore à l'heure actuelle. Hein. Les premiers sons sortent dans cette décennie-là. Et puis là, eh bien, 1965 toujours, un disque majeur. Alors là, on est sur le tout premier album des Who. Alors tous ces disques à l'époque coûtaient 10 € hein, en Fnac, 10 balles. En pressage Back to Black, mais celui-là sonne pas trop mal finalement. Ce seront d'autres albums des Who qui seront par contre très mauvais. Je vous les conseille pas sur les premières éditions. Mais celui-là sonne encore pas trop mal. Il est repris en mono. Alors oui, on est encore en mono à l'époque. Alors ça n'a pas grand sens, me direz-vous, d'écouter de la mono aujourd'hui sur des chaînes stéréo, hein, 2.0 comme on dit, puisque la mono, je vous le rappelle, était la technologie encore présente au début des années 60, jusque 65 environ, jusque cet album-là. Et la musique était faite pour être concentrée sur un seul haut-parleur. Donc quand vous écoutez ces disques sur une chaîne stéréo comme la mienne par exemple, comme la vôtre chez vous, bah évidemment, vous diminuez le gain, la dynamique par 2. Le son est fait pour sortir sur un seul haut-parleur. Donc forcément, si ça sort sur 2, bah vous perdez toute la... Alors je dirais pas la chaleur ou la rondeur, mais vous perdez en tout cas l'essence même du son que ça doit avoir. Alors le mieux, évidemment, c'est d'écouter ça sur des vieux électrophones des années 60. Et oui, la mono, c'est fait pour être écouté sur un seul. Donc, une seule baffle. Donc là, on est sur My Generation, un disque qui va ouvrir le bal et un petit peu la guerre en Angleterre. Alors comment vous expliquer ça rapidement? En 65, vous avez les classes moyennes, les jeunes, avec 2 clans. Les rockers puristes des années 50 qui ne jurent que par le rock 50s, et d'un autre côté, ce qu'on appellera les mods, les jeunes qui vont eux rouler beaucoup plus en scooter avec on va dire une dégaine vestimentaire beaucoup plus classe, comparé aux rockers qui sont eux avec évidemment les cuirs, toujours la gomina, les bananes, le look rocker 50s. Les mods, eux, anglais, veulent se distinguer de par leur tenue vestimentaire et surtout de par la musique qu'ils écoutent. Et les Who, évidemment, tout comme les Beatles, tout comme les Yardbirds, font partie de la génération des mods qui va influencer donc les mods, cette génération anglaise, donc toujours hein, d'après-guerre évidemment. Les mecs ont 20 ans, ils veulent s'éclater, ils veulent pouvoir sortir dans les clubs, se défoncer tranquillement, se taper des meufs avant le mariage, pouvoir profiter tout simplement de la vie avant que on va dire, la vie bourgeoise les rattrape et forcément le crédit sur la maison, le boulot, les 2 gosses à 25 et 30 ans et encore bien plus jeunes encore à l'époque.
Donc, tous ces groupes-là vont être complètement les influences de cette génération de Jones à l'époque. Et les Who, ce premier album est une explosion avec ce titre, évidemment, My Generation, ses premières distorsions. Les guitares à l'époque sonnent de façon... les techniciens, si vous voulez, les ingé sons à l'époque dans les studios ne savent pas comment faire parce que ils sont habitués encore au big band de jazz. Ils savent faire des prises de son, sauf que pour les rockers, ben, ils sont complètement perdus parce que les mecs arrivent avec des guitares électriques, des amplis et les gars ne savent pas comment placer les micros en studio. Sur la batterie, enfin, rendez-vous compte, la technologie de l'époque, on travaille encore sur des 2 voire 4 pistes où il y a un seul micro pour la batterie, un autre pour le chanteur et puis hop, le reste du groupe pour le 3e micro. Et donc ça donne un brouhaha terrible, mais c'est ce qui fait le charme de cette époque-là. Par contre, en termes de précision, bien évidemment, les rééditions sonnent beaucoup mieux, puisqu'on va arriver ensuite à zoomer, à retrouver les sons, à les extirper. Et avec nos technologies d'aujourd'hui, on va arriver à faire, évidemment, du bien meilleur son. Je vous le présenterai d'ailleurs sur une prochaine émission, puisque j'ai trouvé la réédition de cet album-là avec la version Abbey Road, mais ça sera pour une autre vidéo. En tout cas, là, 1965... une bombe encore tombe sur la planète, My Generation, des Who, avec Pete Townshend, évidemment, vous les connaissez, tous ces icos, la voix de Roger Daltrey, le batteur Keith Moon, totalement déjanté, et puis évidemment notre bassiste, dont je n'arrive jamais à prononcer le mot, Ant Twistle, qui est très compliqué, mais Pete Townshend est un petit génie à l'époque, qui va enregistrer ce premier disque en 1965, mes amis. Toujours dans la même année, arrive cette fois-ci, alors là, on est sur le riff rock ultime. Comment vous dire? Bon, évidemment. Voilà mon pressage américain, 2e génération, c'est-à-dire avec une technique où on va recréer une stéréo, mais une fausse stéréo finalement. Alors pour les Stones, Dieu merci, ça sonne très très bien. Pour beaucoup d'autres groupes, ça va être beaucoup moins bon. Je pense aux Elvis Presley des années 70 en réédition qui sonneront beaucoup plus mal. Mais pour les Stones, évidemment, Satisfaction. Qu'est-ce qui se passe pour l'enregistrement de ce disque? Kiss, en studio, pète sa pédale d'effet. Et Ian Stewart, le roadie du groupe, qui est devenu roadie, qui était leur pianiste et qui jouera d'ailleurs toujours sur leur disque, va lui dire, écoute Kiss, je pars chez Gibson, je vais voir s'ils n'ont pas quelque chose. Ian Stewart revient en studio, il lui rapporte une pédale Fuse Gibson et voilà, le riff ultime. Enfin, ça a été classé par le Rolling Stone Magazine aux États-Unis comme étant le morceau rock du XXe siècle, évidemment. Satisfaction, les Rolling Stones. Les Beatles sont des génies dans l'écriture, les Stones sont pas très loin derrière, croyez-moi, et surtout sur scène. Et dans l'attitude, dans l'arrogance de ces garçons, évidemment, ils dégagent un sex appeal que n'ont pas les Beatles. Ils vont nous faire découvrir des morceaux incroyables et Satisfaction, le plus grand morceau rock de tous les temps. Et sur cet album-là, pressage américain, évidemment, London, vous l'avez vu ici, à ne pas s'y tromper, c'était le label qui distribue aux États-Unis les Stones, puisqu'en Angleterre et en France, en Europe, c'était Decca. Et là, donc, The Rolling Stones. Celui-ci, Out of Our Heads, sort en 65. Ça, c'est évidemment des disques en or que je possède. Évidemment, avec les petits textes d'Andrew Loog Oldham ici. Et puis Satisfaction que vous voyez ici en fin de face 1. En début de phase 2, pardon, je vous dis n'importe quoi. Voilà, les Stones, Satisfaction, les débuts du rock'n'roll moderne. Alors, je vous l'avais montré ça il y a très longtemps, au tout début de ma chaîne, évidemment, quand j'avais fait ma spéciale Rolling Stones. Allez voir d'ailleurs sur ma chaîne, j'ai fait plein de spéciales hein, sur tous les groupes, Aerosmith, AC/DC, Deep Purple, etc., etc. Faites défiler mes vidéos, vous verrez toutes ces spéciales. Et ça se présentait donc sur le label bleu, London, stéréophonique, Made in USA. Voilà, alors ça évidemment c'est un trésor, ce sont mes disques. Ça ce sont des rééditions rééditions américaines bien évidemment de 1970-71 environ.
voilà, qui sortiront pour notre plus grand plaisir, et la différence n'est pas si flagrante que ça avec les versions mono, puisque moi j'avais un pote à l'époque qui avait le label rouge, le macaron rouge, qui était l'original vraiment en mono américain de ce disque, et croyez-moi, il n'y a quasiment aucune différence de son entre le macaron rouge et cette version, donc qui sort tout début des années 70 des Stones, bien sûr. Voilà pour eux. J'essaie de vous faire un panel un petit peu de tout ce qui s'est passé, et bien sûr, c'est tellement riche, tellement complexe. Il me faudrait des heures pour vous montrer tout ce qui a été fait dans les années 60. Le but aujourd'hui étant de vous montrer, évidemment, les disques les plus marquants de cette décennie, pour tout le monde. Hein. Alors celui-là, là on va partir dans le psyché en 66, la stéréo arrive, et Jefferson Airplane va donner un concert donc en 66 à San Francisco. Et alors ça, c'est un vieux disque que j'avais trouvé il y a 3 ans environ dans les magasins Action à 9,95 €. Et là, on part aux États-Unis, bien évidemment. Hein, on est sur le rock, une branche qui va évoluer vers le psychédélisme. Et Jefferson Airplane en est la preuve parfaite, vivante. Et voilà, ce concert psyché va donner encore un autre son. C'est vous dire à quel point quand même les années 60 étaient riches, quoi. Quand vous écoutez un disque de 64 et de 67, en 3 ans, le son va passer de la mono à la stéréo. Vous vous rendez compte à quel point la technologie va évoluer à une rapidité, mais à vitesse grand V, quoi. C'est juste phénoménal. Ce Jefferson Airplane live à San Francisco en 66. Si vous voulez vous faire une idée un petit peu de ce qu'était le psychédélisme californien américain, eh bien foncez sur ce super disque de 1966. 1967 arrive le premier album d'un ovni, d'un martien. Je vous ai fait une spéciale d'ailleurs, il y a très longtemps aussi, sur cet artiste. Comment évidemment ne pas parler de Jimi Hendrix avec la pochette anglaise. La version américaine aura une autre pochette avec d'autres titres, mais là, l'avantage de cette édition, de cette réédition, qui était sortie en 2014-2015 chez Sony Music, c'est qu'il va regrouper justement le pressage, enfin la version anglaise plus la version américaine. Et donc, vous avez tous les titres. Je vous laisse voir ici, en évitant le reflet du téléphone, puisque je filme toujours avec mon téléphone, je vous laisse voir voilà, la réunification en fait de ces deux versions sur ce double album qui était sorti, je vous dis, il y a quelques années en Fnac je l'avais payé 15 €, hein, et oui, il y a encore 2016-2017, hein, oui, il y a 5-6 ans déjà, on avait de très très bons prix sur les disques, puisque en fait il relançait, en tout cas sur ma Fnac ici à Bordeaux, il relançait le vinyle en 2016, et donc tous ces disques étaient à 10-15 €, et celui-là coûtait 15 €. Et donc ce premier album de Jimi Hendrix, repéré donc par Chas Chandler, le bassiste du groupe les Animals en Angleterre, il va repérer Jimmy, il le ramène en Angleterre. Aux États-Unis, il est totalement inconnu, il avait tourné avec Ike Turner, avec Little Richard, plein d'autres groupes, les Isley Brothers, mais il était en second plan au niveau de la guitare. Quand il est repéré par Chas Chandler, il l'amène en Angleterre, à Londres, il va lui faire enregistrer avec Mitch Mitchell à la batterie et Noel Redding à la basse, ce premier album qui est une bombe, mais une bombe, une révolution. Enfin, là, rendez-vous compte, on est vraiment sur les 60s, quoi. Eh oui, hein, c'est pas la New Wave des années 80, merdique au possible. Là, on est sur une décennie qui transcende la musique, qui est d'une créativité incroyable, et forcément, les Anglais sont complètement hallucinés quand ils voient ce guitariste débarquer, quoi, sur Terre, en Angleterre. Et donc, on est bah ouais, sur Hey Joe, Foxy Lady, tous les titres emblématiques de Jimi, tout est là, quoi. Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced, 1967, sortie de ce premier album qui va être le début d'une courte carrière, mais attention, quoi. Et en 67, il va aller jouer à Monterey, justement, au premier festival, on va dire, hippie en Californie.
supervisé par les Mamas and Papas à l'époque. Et ils veulent absolument... alors c'est Paul McCartney en fait, hein, des Beatles, qui conseille tout simplement aux organisateurs de prendre Jimi Hendrix parce qu'il leur dit, écoutez, il faut que vous écoutiez ce mec, quoi. Et c'est la première fois qu'on va voir un gars brûler sa guitare sur scène. C'est ici l'image. Voilà, messieurs, dames, c'est la première fois que le public... Alors, les gens dans l'assistance sont choqués, rendez-vous compte. On est en juin 1967, Jimmy brûle sa guitare sur scène, derrière les Who, alors ils se battront en coulisses un petit peu pour savoir qui passe avant l'autre. Pete Townshend s'embrouille, enfin ils s'embrouillent pas, ils sont très potes hein, avec Jimmy, ils s'adorent, mais ils veulent savoir, ouais, ils se disent, allez, qui va passer en premier, oh moi, j'ai pas envie de passer derrière toi, dégage, machin, ils se battent un petit peu, et puis de toute façon, ça va être au concours de celui qui fait le plus de ravages sur scène. Et voilà quoi, d'un côté Pete Townshend avec les Who va fracasser sa guitare et Jimmy lui bah, il va la brûler quoi, il va la brûler ici. Donc ça c'est la réédition, je vous l'avais présenté également ce disque sur ma spéciale Jimi Hendrix. Alors je fais vite hein, parce que j'ai beaucoup de disques à vous présenter, on va quand même éviter que la vidéo dure 3 heures. 1967 toujours, on repart aux États-Unis avec un monument du rock psychédélique, un peu pop psyché, quoi. Et évidemment, le poète maudit des années 60, Monsieur Jim Morrison. Je regarde parce que je vois que la lumière tombe. Il est 18h12. La lumière tombe vite à cette heure-ci. Et voici donc Jim et le premier album des Doors, bien sûr. Alors, vous connaissez hein, Ray Manzarek ici, Jim Morrison, Robbie Krieger, John Densmore. Voilà, alors là, on est sur, évidemment, le rock, ouais, on va dire, psyché. Hein. Là, on est vraiment quand même un petit peu dans une Break on Through to the Other Side. Premier titre qui ouvre la face UD, voilà, qui invite les jeunes à, voilà, à briser le quotidien et aller voir ce qui se passe derrière la vitre. Là, attention, quoi. Attention, messieurs, dames, ça, c'est vraiment... des disques incontournables, bien sûr, qui vont donner une couleur musicale très différente de tout ce qu'on entendait jusque-là. Et c'est tout l'intérêt de ce groupe. Alors, moi, ce que je vais aimer chez eux, c'est surtout les 2 premiers albums. Et les 2 derniers, j'aime un peu moins les 2 du milieu, Waiting for the Sun et Soft Parade, qui pour moi sont moins bons. Mais voilà, celui-ci, en tout cas, les Doors de Jim Morrison, bah, pareil, hein, un des premiers. Alors d'abord c'est Brian Jones qui meurt à 27 ans, mais Jim Morrison le rejoindra en 1971, il décédera à Paris donc, hein, et sera enterré au Père-Lachaise. Les Doors, messieurs dames, premier album 67, une bombe atomique, bien sûr. Je bois un petit coup. À la tienne, mon ami. Les Doors en 67. Juste un petit peu avant, fin 66, sort l'album de Cream avec Eric Clapton, bien évidemment, Ginger Baker à la batterie. Là, on est sur le blues qui évolue vers, oui, on peut dire presque du hard rock, même si ça n'en est pas encore, bien évidemment. Les gens vont me dire, du hard rock, Cream, non, non. Entendez bien et écoutez bien ce que je dis. Disraeli Gears, alors le pressage en lui-même est très mauvais, le son n'est pas bon, j'attends de me procurer un jour ou l'autre une réédition plus digne de ce nom. Ça faisait partie des Back to Black qui étaient très très mauvais en 2016, mais peu importe, c'est le contenu musical aujourd'hui qui nous intéresse, et vous montrez surtout toutes ces pochettes, tous ces disques magnifiques. Comment vous dire, Disraeli Gears, c'est... alors Clapton était passé dans des Yardbirds, il avait ensuite joué avec John Mayall, d'ailleurs que j'ai oublié de vous sortir, avec ce superbe disque enregistré en 66, et là arrive celui-ci, où nous avons Sunshine of Your Love, qui est une... alors pour les jeunes américains à l'époque, quand ils écoutent ce groupe anglais, puisque Cream est un groupe anglais, ils vont être renversés et les Américains ne jurent plus que par eux et tous ces groupes évidemment que je viens de vous présenter, puisque c'est une révolution, ils écrasent un petit peu tout à l'époque. Hein. Cet album va être
va faire réfléchir beaucoup les Pete Townshend par exemple, Keith Richards également, en se disant putain mais la musique est en train de prendre un niveau de dingue avec ce premier album complètement... là c'est du génie, hein. J'ai même du mal à trouver les mots pour définir la qualité musicale de ces disques tellement qu'on est sur des sommets, enfin c'est stratosphérique, je veux dire c'est incroyable. Les 60s c'est vraiment, encore une fois, des années terriblement magiques quoi. Et là vous avez des titres incroyables et ce disque est évidemment une tuerie pour les oreilles quoi, 1967. Et puis, toujours la même année, on revient en Angleterre, arrive un groupe, alors moi je l'ai sur une compilation qui était sortie en 73, les Floyd évidemment, les Pink Floyd. En 73, ils sortent cette compilation pour permettre en fait à Syd Barrett de bouffer un petit peu. Il était déjà en grande galère suite à ses problèmes évidemment psychiatriques, hein, schizophrénie. Voilà, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je travaille en psychiatrie, hein, je travaille en HP, donc j'ai l'impression d'être au boulot quand je parle de Syd Barrett. Donc cet album compilation sort en 73, voilà, avec des photos un petit peu censurées à l'époque. Alors ça c'est la réédition de 78 en fait, qui vient un peu plus tardivement. En 73 il y avait une autre photo, je crois à la place de celle-ci ou de celle-là, je sais plus, enfin il y avait une photo qui différait sur l'édition originale, ça c'est la réédition, peu importe, on s'en fout. L'important pour moi aujourd'hui c'est de vous montrer surtout la pochette du premier album du Floyd, celle-ci. Alors évidemment, donc des couleurs un petit peu, il y avait deux disques, il y a en fait les deux premiers disques hein, dans ce petit best-of, vous voyez, avec la pochette du deuxième album qui suivra, mais là, c'est Syd qui est là. Voilà, Syd Barrett, Nick Wright, il est là, Roger Waters et Nick Mason qui est par là. Ça c'est pareil, c'est une bombe psychédélique, Pink Floyd, premier album, allez, écoutez, si vous ne connaissez pas ce groupe, je ne sais pas si sur Terre il y a des gens qui ne connaissent pas Pink Floyd, mais ça peut exister encore. En tout cas, il faut évidemment impérativement découvrir les Floyd avec ce premier album qui est évidemment très différent de ce qu'ils feront par la suite, où ça évoluera davantage sur du rock progressif. Mais là, en tout cas, en 67, c'est l'année du psychédélisme et le Floyd va évidemment être très fan des Doors, de toutes ces choses-là, et ils vont donc écrire ce bijou en 67 qui est The People at the Gates of the Down, je crois, quelque chose comme ça. Pardon si je prononce, si j'écorche, pardon, le titre de l'album. Ensuite vient premier album des Creedence Clearwater Revival. Rappelez-vous, je vous avais fait une spéciale sur ce groupe il y a très longtemps. Merci d'ailleurs pour l'accueil et les nombreux likes que vous avez posés sur toutes ces vidéos spéciales. Ainsi d'ailleurs que sur toutes mes vidéos. Hein. J'ai beaucoup de chance, moi, sur ma communauté. Vous me bombardez en pouces, donc n'oubliez surtout jamais ces pouces en l'air. C'est très important pour moi. Et donc ici, nous avons donc Suzy Q, qui va être le premier album de cette scène californienne. Là, on repart aux États-Unis, bien sûr, avec les Creedence Clearwater Revival. Et ce premier album est pareil, un bouleversement en Californie pour l'époque, avec Janis Joplin, bien sûr, les Grateful Dead, le Jefferson Airplane. Là, on est sur la scène californienne hippie, entre guillemets, puisqu'on va connoter, en fait, les années, cette deuxième partie des années 60 hein, comme étant une génération plus hippie. Et ce premier album est une bombe atomique, évidemment, avec beaucoup de disques très connus. La reprise, donc, I Put a Spell on You, et tous les autres, Get Down Woman, enfin, c'est incroyable. Ce groupe est, pour moi, encore une fois, fait partie intégrante de tout ce que je vous présente depuis le début de cette vidéo. C'est de la tuerie, quoi. C'est... J'ai même du mal, tellement l'émotion est grande. J'ai encore beaucoup de disques à vous présenter, donc je passe vite dessus. Même année, même endroit, deuxième album, pardon, de Janis Joplin et ses Big Brother and the Holding Company. Là voilà notre Janis. Cette voix rocailleuse, teintée de blues, une puissance vocale énorme, la justesse n'était pas toujours là et on s'en fout complètement, on s'en branle. Ce disque, c'est mon original de quand j'étais gamin, ça faisait partie de mes premiers disques quand j'étais gosse. C'est une édition
certainement de 72, 73 peut-être, j'ai un code B là ici, mais ouais, 72 peut-être, quelque chose comme ça. C'était à mon oncle, hein, tout ça, mais moi j'avais 5, 6, 7 ans et je commençais déjà à écouter beaucoup ces disques. J'étais fou de musique moi déjà à cet âge-là, hein, donc tout le temps je réclamais le soir d'écouter mes disques. J'attendais que alors le samedi soir j'avais le droit parce que on n'avait évidemment pas école le dimanche, donc on devait se taper les numéros 1 à Mariti et Gilbert Carpentier, consacrés à Sacha Distel, Michel Sardou, tous ces tocards français qui nous donnaient envie de vomir quand on était gosse. Et moi, il me tardait qu'une seule chose, c'était que ces émissions de merde se terminent pour pouvoir enfin écouter mes disques de rock. Et là, Janis Joplin, croyez-moi, quand vous écoutez ça derrière Daniel Guichard ou Sacha Distel, voilà quoi. Ça fait du bien, quoi, parce que là, on n'en pouvait plus. Nous, moi, gamin, c'était mon cauchemar, hein, de voir tous ces abrutis de français à la con, Serge Lama, Sardou et compagnie. Voilà, donc j'attendais à la fin de l'émission, j'avais le droit d'écouter un disque avant d'aller me coucher et je mettais ce genre de truc sur la platine, quoi. Ah, c'était top, quoi. Donc, alors là, on est en 68, 69 et alors là, j'ai triché un peu, il sort en 70, mais c'est surtout les titres des années 68, 69. Notre ami Joe Cooker, bien sûr, Joe Cooker, qui va nous faire sur sur cet album simple, ça va réunir en fait tous les 45 tours. Voilà, je vous montre la photo ici, qu'il avait enregistré entre 68 et 69, 70. Donc voilà, ça c'est mes disques de quand j'étais tout petit. Donc je vous laisse voir ici la setlist. Il n'y a que les titres emblématiques avec évidemment With a Little Ape for My Friends, reprise évidemment des Beatles, mais je préfère 10 millions de fois la version de Joe Cooker que celle des Beatles. Bon, c'est comme ça, peu importe, c'est pas bien grave, c'est mes goûts perso, mais alors Joe Cooker, quoi, la voix du mec, c'est juste incroyable, quoi. Je vous en reparlerai à la fin de l'émission. Ça, c'est mon exemplaire original qui sort en 1970, c'est l'OG français, et avec le code barre U ici, Joe Cooker, incontournable disque de la fin des années 60. Une bombe, encore, attention, chef-d'œuvre des Stones, Let It Bleed. Les Beatles vont sortir Let It Be, les Stones sortent, que ça saigne, Let It Bleed. Ouais, un disque, alors, si je devais en emporter que un ou deux sur une île déserte, avec de l'électricité bien évidemment, j'emporterai Exile on Main Street parce que c'est le double album et Let It Bleed. Évidemment, Let It Bleed, pourquoi? Parce que dessus, vous avez le célèbre blues Love in Vain, repris, qui avait été écrit par Robert Johnson au début des années, milieu des années 30, pardon. Et vous avez également You Can't Always Get What You Want, et surtout Midnight Rambler. Il y a que de toute façon, il y a que des bombes. Et Live With Me, Monkey Man, enfin voilà, ça c'est je vous laisse voir la setlist. Ça c'est mon original américain, premier pressage américain de 1969. Ah, là attention, je vous montre une pièce, c'est du gros, quoi, c'est du très lourd. Alors, qui reprend Liner, celui-là je vous le montre quand même, Liner sleeve américain, la lumière tombe, il faut que je me dépêche quand même. Parce qu'après, vous n'allez plus rien y voir au niveau de l'image, avec toujours ce label London bleu stéréophonique. Ça, c'est vraiment, pour moi, on est à l'apogée des Stones, on est dans l'âge d'or, 68, 72, ce sont les meilleurs enregistrements du groupe, les meilleurs albums du groupe, avec ces pochettes très épaisses américaines. L'odeur, je me shooterai à ça à longueur de journée. Tellement que ça sent bon ces disques, ça vous pouvez pas le faire avec un CD, hein, forcément c'est du plastique de merde. Donc là vous avez une vie, quoi. Ça a une âme presque, hein, c'est presque vivant pour moi un disque vinyle. Donc voilà, ça c'est un chef-d'œuvre mes amis. Let It Bleed, Let It Bleed. Je me dépêche, je vois vraiment que la lumière tombe, mais je voudrais vraiment vous faire un panorama total de ces disques. Rare Earth, un des premiers groupes qui va être signé ensuite chez Motown, groupe blanc qui va jouer, ils sont très inspirés, comme le titre l'exige, enfin le dit, Get Ready est une reprise des Temptations en fait,
Mais eux vont faire une version qui va durer 21 minutes 30 secondes. Voilà, ça, pareil, c'est une réédition de 72. À l'époque, il sort en 69, 70 environ. On est vraiment sur la fin des 60s, et c'est vraiment là, de toute façon, que les 60s vont être les plus intéressantes. Mais ce groupe, avec Feelin' Alright, quelques reprises de ci, de là, va également va faire tourner la tête de tous les jeunes américains qui sont dans les, on va dire pas encore dans les nightclubs à l'époque, hein, mais dans les bars, dans les bars de nuit ambiancés musique. Ce disque passe de tous les côtés, tout le temps, et c'est une merveille, quoi. Rare Earth, si vous ne connaissez pas, j'ai toute leur discographie, hein, quasiment en vinyle, mais là il faut que je me dépêche. Je reviens un petit peu en arrière. 31 octobre 68, un groupe va avoir le culot de demander à sa maison de disques d'être enregistré live pour leur premier enregistrement, quoi. Les Dingos, une autre branche arrive du rock, beaucoup plus violente encore que les Stones, que les Kings, que les Yardbirds, que les Who. Les premiers punks arrivent sur Terre. Ouais, attention, j'ai bien dit punk, dans l'attitude, dans la musique. Le MC5, messieurs dames. Le MC5, les mecs arrivent de Détroit, avec ce génial guitariste. Et ce groupe complètement dingue, qui va... alors là, il bouleverse les codes du rock, hein, bien évidemment. Le MC5, ces Américains déjantés qui vont... à la limite, ça va complètement choquer l'Amérique parce que on est en fin 68. Ils enregistrent ça en octobre 68 avec un joli tricouleur comme ça. Je n'ai pas sorti beaucoup de disques parce que sinon on est déjà à 41 minutes, mon Dieu. Et eux, ils vont alors complètement révolutionner le genre, où on se dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces mecs, quoi? C'est quoi ces fous? Ils sont totalement incompris quand ils sortent ce disque, parce que on est en pleine génération hippie et ces mecs sont d'une ultra violence sur scène. De toute façon, si vous connaissez ce disque, vous savez à quel point ça envoie, mais alors un truc de dingue. Hein. Alors c'est du high voltage, hein. On est sur un truc de fou, quoi. Donc le MC5, c'est une révolution. Encore une fois, dans les années 60. Vous vous rendez compte de tout ce qui se passe depuis les Beatles, à peine 5-6 ans avant, regardez comment tout ça va évoluer. C'est les Beatles, les Stones et les Who qui ouvrent les portes. Et tous ces mecs s'engouffrent dedans, quoi. Et à côté des MC5, évidemment, il y a leurs frères de sang, quasiment, qui viennent de la même ville de Détroit, avec Iggy et le premier album des Stooges, messieurs, dames. Et oui, évidemment. Qui sort en 69. Iggy Pop, voilà, vous le reconnaissez, les frères Ashton, et puis, comment il s'appelait, Dave Alexander à la basse, pardon, voilà, les quatre furieux encore de Détroit. Alors là, c'est pareil, hein, ça va être les débuts, enfin, tous ces mecs vont influencer le punk 10 ans plus tard, quoi. On est en 69, le punk arrive en 76, ouais, 7-8 ans plus tard. C'est eux, encore une fois, les 60s sont le départ de quasiment tout. Ce sont les années 50, et encore avant le blues dans les années 30. Mais tout ça, vous le voyez, vous le comprenez, évolue vers une musique de plus en plus agressive. On arrive à la fin des 60s, et ces mecs arrivent et apportent un style tout à fait différent de tout ce qui se fait jusque-là, avec ce punk rock qui est naissant. Mais on n'appelle pas ça encore le punk, c'est du rock ultra violent, quoi, ultra violent, qui arrive sur Terre. Et c'est les Stooges d'Iggy Pop, qui se fait encore appeler Iggy Stooge à l'époque. Ah ouais, là je vous avais prévenu, hein, je vous montre du très très lourd. Et puis 69 arrive, ce qui va marquer justement la fin des 60s. Et je voudrais terminer là-dessus. J'en ai 3 ou 4 encore à vous présenter. Évidemment, la création, 69, premier album de Led Zepp. Là, je ne m'attarde pas dessus, évidemment. Vous l'avez vu, je pense, de nombreuses fois sur d'autres chaînes. Je vous invite également à aller voir ma spéciale sur Led Zeppelin, tout au début de ma chaîne, il y a environ 4 ans.
je vous parle de ce groupe, mais là, on arrive, ça y est, à ce qu'on va appeler le hard rock, parce que le son évolue, on est en stéréo, on commence à voir dans les studios des 16 pistes, des 24 pistes, etc., etc. Et on va pouvoir enfin mettre un micro un petit peu partout sur chaque tome de la batterie, on va pouvoir enfin avoir un son plus précis au niveau des voix, des guitares, tout évolue vers du tout bon. Et le premier album de Led Zeppelin est un tremblement de terre. Évidemment, sur Terre, c'est une révolution musicale, sonore, auditive, sensorielle pour tous les jeunes. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir, putain, 20 ans, cette génération. Moi, j'arrive là, hein, j'arrive en 68 sur Terre. Malheureusement, j'ai raté tout ça. Mais ça a bercé mon enfance. Hein, j'ai grandi après dans les 70s. Donc, tous ces disques étaient à la maison. Et ça, c'est royal, quoi. Et la même année, bah, évidemment, ils nous sortiront le deuxième album, Led Zeppelin 2, en fin d'année 69, début 70. Évidemment, vous le connaissez, celui-là. Pareil, un chef-d'œuvre, une bombe. Je ne m'attarde pas dessus. Vous connaissez tous Led Zeppelin, bien évidemment. 69 arrive également sur les cendres des Small Faces, le premier album de Rod Stewart, que j'ai la chance de posséder en pressage français original, avec le T ici, en code prix. Et ça, Rod Stewart, c'est la voix anglaise qui séduit évidemment non seulement l'Angleterre, mais les États-Unis, et puis il va séduire toute l'Europe par la suite. Il démarre là avec des reprises évidemment des Stones, Street Fighting Man, évidemment, quelques reprises encore de ci, de là, et puis ses premières compositions, premier album sorti chez Mercury, voilà, avec le logo et le petit BM qui va bien. Je vous laisse apprécier, mes amis, le macaron original de 1969 pour cet excellent artiste, pour moi une des plus grandes voix que l'Angleterre est abritée, Monsieur Rod Stewart, premier album avec une carrière évidemment dont on sait pertinemment la suite. Voilà, je vous ai mis un petit fond évidemment hein, sur les Stones derrière. Fin des années 60, août 69 évidemment, Woodstock, un des disques les plus mal enregistrés de l'époque, parce que tout le monde était trop défoncé durant ce concert, et la prise sonore va être absolument épouvantable. Mais on a un témoignage de tout ce qui va regrouper, donc la fin des idéaux hippies. Et oui, on est en train de se réveiller, on se dit que finalement, ben oui, ça marche pas, quoi, d'aller dans des champs, de cultiver son blé, de faire son propre fromage. Non, ça marche pas. Malheureusement, ça marche pas. Et tout ça va s'écrouler après ce concert. Mais quelle beauté, quoi. Je vous conseille d'aller également vers le DVD où on retrouve tous les plus grands artistes. Sly and the Family Stones, les Who, évidemment, Joe Cooker, Crosby, Stills, Nash & Young, le Jefferson Airplane sera là. Sly and the Family Stones, je vous l'ai dit, Canadite, John B. Sebastian, Arlo Guthrie, Country Joe and the Fish. Tous les artistes vont se retrouver mi-août 69 dans la contrée, dans l'état de New York et beaucoup plus loin bien évidemment, dans la campagne américaine pour vivre 3 jours du concert le plus mythique de tous les temps. On ne reverra plus jamais ça. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé y être aussi là. Putain. Bref. Et voilà, et pour finir sur une note un peu plus fun, voilà, 69-70, la comédie musicale Air va clôturer justement ces années 60 avec ce fabuleux spectacle qui va être repris en France avec Julien Clerc. Mais là, on a la version que j'avais trouvé en vide-grenier à 1 € ça. Hein. On a la version jouée par un groupe de tribal music, je sais pas, Galt McDermott, James Rado, Jérôme Ranis, peut-être un truc anglais. Moi, c'est une compilation, voilà, Musidisc de ce super disque qui va relayer les années 60. Voilà, mes amis. La lumière est un petit peu moins bonne au fil de l'émission, mais c'est normal parce que la nuit tombe, il est 18h35 à présent. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être le plus bref possible, je voulais pas vous saouler avec trop de choses. On est déjà à 49 minutes, donc je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Donc le pouce en l'air, bien évidemment, toujours. Les commentaires, lisez tous les commentaires. Les mecs chez moi, sur ma communauté, sont des spécialistes avec une culture encore bien plus grande que la mienne. Et ils complètent tout ce que je n'ai pas le temps de vous dire sur une vidéo. Vous voyez, on est déjà à 49 minutes. Je ne peux pas m'éterniser à vous dire, à vous retracer tous les groupes. Ça serait
trop long. Donc voilà, j'espère que je vous ai en tout cas présenté les disques les plus mythiques, majeurs, qui ont vraiment marqué cette décennie. Et puis, on se retrouve comme d'habitude dès que j'ai le temps pour une prochaine vidéo. Donc, surtout, le like qui va bien. Je vous embrasse à tous et à toutes. Encore désolé pour l'attente. Et je vous revois, j'espère, au plus vite. Bye bye, mes amis. Ciao, bye.